peut-être peut-on aller directement vers un thème qui est très actuel, etc., ce qui ne t'empêchera pas de faire des digressions. Mais la guerre aujourd'hui, et maintenant, elle a pris un tour incroyable. Tu évoques une guerre asymétrique, c'est-à-dire que grosso modo, nos ennemis aujourd'hui, d'ailleurs peut-être pourrait-on se poser, la France est-elle vraiment en guerre? C'est une question qu'on peut se poser, parce qu'elle est en opération sur des terrains extérieurs, mais ici est-elle en guerre? C'est une question que je pose, bien entendu. Mais elle prend un contour asymétrique aujourd'hui, parce que grosso modo, nos ennemis, les terroristes, n'accordent aucune valeur à leur propre vie. Nous, on y accorde beaucoup de valeur, et c'est donc une guerre qui est tout à fait spécifique et asymétrique. Donc c'est un thème sur lequel j'aimerais bien que tu... Oui, mais c'est la question principale. D'abord, la guerre revient chez nous, alors qu'on pensait qu'elle reviendrait plus. 70 ans, c'est la première fois depuis plus de 2 siècles. 70 ans, j'ai cherché dans l'histoire, vous pouvez chercher vous aussi sur les dictionnaires, mais il faut remonter au début du XVIIIe siècle pour avoir un intervalle aussi long en paix. Et 70 ans, d'après les démographes, ça fait 2 générations. Ça veut dire que nous, en Europe, ça fait 2 générations que si on met à part les guerres lointaines, les guerres en Indochine, en Algérie, ou la brève échauffourée de la fin de la Yougoslavie, qui n'a pas été rien, mais enfin qui était quand même très brève et très limitée, ça fait donc 2 générations que nous, Européens, sommes en paix. Et ça veut dire, c'est ça qui m'obsédait depuis longtemps, je me suis rendu compte que nos hommes politiques, nos intellectuels, nous-mêmes, nous avons désappris à réfléchir à la guerre. C'est-à-dire que pendant des siècles, on a étudié la guerre, on a essayé d'apprendre à la contenir, à la limiter, on a inventé des codes, des machins, etc. Dans les années 50 et 60, un grand auteur comme Gaston Boutoul avait fondé ce qu'il appelait un institut de polémologie pour étudier la guerre. Mais pour étudier la guerre dans le but de la limiter ou voire de l'empêcher. Et aujourd'hui, nous avons été pendant 70 ans un peu comme des somnambules, si vous voulez. On a passé 70 ans sur les matelas pneumatiques de la paix, quoi. Ce qui fait que quand la guerre survient et surgit, sous 2 formes différentes, parce que vous avez en effet tout d'un coup cette guerre étrange de terrorisme, ce qu'un philosophe, il y a 10 ans, a appelé à juste titre les états de violence, cette guerre qui peut surgir n'importe où, à tout moment, où il n'y a pas de ligne de front, où il n'y a pas de soldats, où les champs de bataille, ça peut être la terrasse d'un café, ou un music hall, et où les militaires en question, ça peut être une dizaine de couillons, de crétins avec des kalachnikovs, qui tirent dans le tas parce qu'ils savent qu'ils vont mourir, ils s'en fichent. Et ça veut dire tout d'un coup qu'une dizaine de crétins sont capables de faire vaciller un État, parce que du coup, nous sommes devenus vulnérables, fragiles, etc. Donc, comment vous dire, ça veut dire que tout d'un coup, cette guerre qui revient, elle nous oblige à réfléchir à la guerre. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est la vraie raison de ce livre. C'est-à-dire que comment essayer de réexaminer, avec le plus de probité possible, le plus d'honnêteté possible, le plus de travail possible, parce que je pense que j'ai rarement fait un livre où les choses ont été à ce point vérifiées, recoupées, enfin, il n'y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas eu une seule erreur dans ce qui est factuel et tout ça. Je voulais essayer de réfléchir à la guerre parce qu'il y a urgence. Parce que regardez aujourd'hui, ces 2 guerres qui nous arrivent, parce qu'il y a les états de violence, les terroristes, mais dans le même temps, il y a la vraie guerre. En Irak et en Syrie, on envoie des avions, on a envoyé le porte-avions Charles de Gaulle, c'est des batailles de chars, c'est des batailles de blindés, c'est des batailles de missiles, donc nous avons la vraie guerre là-bas, et la fausse guerre chez nous. C'est-à-dire qu'on est obligé de se battre sur 2 fronts. Et nous avons des responsables politiques, qu'ils soient de droite, de gauche ou du centre, je m'en fous. Et je ne leur reprocherai pas qu'ils ne savent plus quoi faire avec la guerre, qui sont pris au dépourvu. Alors regardez ces espèces de... Il y a des volte-face, on décide une chose puis on décide une autre, enfin, on ne sait plus quoi faire. Et quelquefois, si vous prêtez bien l'oreille, vous avez de ces aveux que je trouve bouleversants. Je pense à l'aveu qu'a eu le courage de faire Barack Obama il n'y a pas très longtemps, en public, où il a dit « Pour être honnête, face à Daesh, je n'ai pas encore de stratégie. » Ça veut dire « Je ne sais pas quoi faire. » Alors, chez nous, nos responsables, ils font semblant de savoir quoi faire, mais ils changent d'avis tous les 15 jours. C'est-à-dire, ils font n'importe quoi. Et si j'ai 2 minutes, d'ailleurs, je voudrais bien dire un mot, je peux le faire tout de suite, parce que j'ai peur d'oublier. Plus que ça. Non, parce qu'il s'est passé hier, avant-hier, quelque chose de grave. Dans mon esprit, alors vous direz, je suis polarisé sur ce qui concerne la guerre,
Mais je ne sais pas s'il y a des lecteurs du Monde ici, j'imagine qu'il y en a, mais dans le Monde daté du 21, il y a une grande tribune du chef d'état-major des armées, de Pierre de Villiers. Et cette grande tribune, c'est inimaginable, parce que c'est une charge qu'exprime l'armée contre les politiques. Pourquoi? Parce qu'il raconte, c'est une tribune magnifique, il raconte en fait que les politiques leur pressent l'armée d'obtenir des résultats très vite pour un bénéfice électoral. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'ils veulent des résultats pour se refaire la cerise à l'approche des présidentielles, quoi. Et c'est la première fois, à mon avis, qu'un chef d'état-major a le culot de dire c'est une folie de faire ça. La guerre, la stratégie, surtout celle-là, qui sera forcément longue, difficile, elle obéit à des logiques propres qui n'ont rien à voir avec la logique électorale, quoi. Et j'ai trouvé cette tribune magnifique, surtout qu'il se... Alors, est-ce qu'il l'a fait exprès en visant Manuel Valls? J'en sais rien. Mais il ajoute en plus, je rappelle à tous qu'une offensive, quelle qu'elle soit, ne suffit pas à garantir la paix, que la paix, ça se construit pas seulement avec la violence, mais pas seulement avec la force, mais avec d'autres raisons. Et il ajoute une chose, dans laquelle il parle au nom de l'armée française tout entière. Quand on est, il dit en substance, quand on est une armée d'une démocratie, on ne fait pas la guerre à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas, pour lutter contre un barbare, de devenir aussi barbare que lui. Et c'est magnifique. Et tout d'un coup, que je me dis, mais c'est un militaire de haut rang qui dit ça. Hein. C'est le principe, c'est le chef d'état-major de nos armées, qui vient donner des leçons d'éthique aux politiques en les accusant de faire la guerre à n'importe quel prix pour gagner des points dans les sondages. Est-ce que vous vous rendez compte de ce séisme? Et pour quelqu'un de ma génération, c'est magnifique. En plus, j'ai deviné, parce qu'il emploie un mot, comme j'ai été un grand ami, un grand lecteur de René Girard, je soupçonne Pierre de Villiers d'avoir lu René Girard. Parce qu'il dit à un moment donné, il ne faudrait pas que la pression des politiques nous conduise au mimétisme, c'est-à-dire à devenir aussi barbares que les gens qu'on va combattre. C'est prodigieux. Alors lire ça sous la plume du principal militaire de notre pays, j'ai trouvé ça formidable. Et pour ne rien vous cacher, ça m'a fait une vraie joie. J'ai fait une chronique au Canon qui va paraître demain dans le petit journal de dans le Sud-Ouest. Voilà, j'ai fait une chronique qui s'appelle « L'armée fronce les sourcils ». Voilà, c'était pour vous, parce que j'avais peur d'oublier de vous en parler. Merci de nous l'avoir. C'est pour ça que quand on parle de renoncer à la guerre, réfléchir à la guerre, c'est pas dans le vague, c'est pas pour des études, c'est concret, c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Comment Et je ne disais pas du mal volontairement de Manuel Valls, mais je me suis mis en colère il y a 3 semaines quand il a fait cette sottise. Ça aurait pu un homme de droite qu'il fasse, je ne veux pas du tout politiser ça, mais Manuel Valls, vous vous en souvenez, un jour, il y a 3 semaines ou 4 semaines, il s'en est pris à ces humanistes qui invoquent les grandes valeurs alors qu'on est en guerre. Sous-entendu, quand on est en guerre, on s'en fout des grandes valeurs. Vous vous rendez compte que c'est un Premier ministre d'une démocratie qui dit ça? C'est invraisemblable. Et j'ai vu, peut-être que je me trompe, mais j'ai vu dans la tribune du chef d'état-major une petite réponse en douce, glissée, une réponse à Manuel Valls. Petit coup de billard à 3 ans, oui, bien sûr. Ouais. Jean-Claude, comment on peut combattre nos ennemis actuels? Ça, c'est la grande question. Et cette grande question, d'ailleurs, je la pose là comme ça pour débattre, mais personne n'a la réponse aujourd'hui. Évidemment, on ne sait pas trop comment s'y prendre, tant justement il y a cette asymétrie dont on parle. Oui, mais c'est une grande question, tu as raison de la poser, parce que c'est la question essentielle. Alors, il y a des choses importantes qu'il faut dire à ce sujet. D'abord, c'est vrai que l'asymétrie, c'est une expression qu'aiment bien employer les militaires. Autrefois, on l'employait pour faire la distinction entre une guérilla et une guerre. Vous savez, il y a une asymétrie, une grosse armée, etc., puis une guérilla. Cette fois, on l'emploie sous une acception plus morale. C'est-à-dire, c'est une asymétrie entre, Jean-Louis le disait très bien, entre ces gens qui s'en fichent de mourir, pour qui la mort est indifférente, voire est souhaitable, et puis nous, occidentaux, qui avons encore la faiblesse, et je crois qu'on a raison, d'être attachés à la vie. Donc comment on fait? Comment vous luttez contre un terroriste à Paris qui s'en fout de mourir et qui peut arroser n'importe qui? Alors, à cela,
Je vais vous dire, il y a plusieurs réponses qu'il faut garder en tête. Et je trouve que nos politiques ne les ont pas en tête suffisamment. D'abord, il y a la réponse qui essaie d'apporter les Américains. C'est-à-dire remplacer le courage, c'est-à-dire l'acceptation de la mort, le remplacer par la technologie. Et c'est toute l'affaire des drones. Et je m'étonne qu'en France, le débat sur les drones, qui a été très intense et riche aux États-Unis, en France, on dirait qu'il n'intéresse personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un drone, vous pilotez à distance un engin de mort à 20 000 km de distance. Et avec un drone, un soldat, dont c'est la fonction, qui est installé dans le Midwest, au cœur des États-Unis, pilote sur son écran d'ordinateur un drone qui intervient au Pakistan, au Yémen ou ailleurs, et qui envoie des missiles, et qui tue, qui peut tuer à distance, évidemment sans faire courir le moindre risque, au GI qui est à 20 000 km de là. Sauf que, je me suis beaucoup intéressé au débat qu'a lancé le Parti démocrate aux États-Unis. On sait qu'en moyenne, pour tuer un terroriste présumé, selon les cas, il faut accepter de faire 20, 30, 40, 50, voire 60 victimes civiles. Collatérales. On a bombardé par drone au Pakistan et au Yémen à plusieurs reprises des noces et des mariages, et on tuait tout le monde, et on n'est pas sûr d'avoir tué le bon terroriste. Donc c'est bouleversant. Ça veut dire que, faisant cela, on est objectivement aussi barbare que les cinglés de Daesh à Paris du 13 novembre. C'est la même chose. Sauf que ces morts-là, personne n'est là pour les pleurer. Donc sur le plan moral, c'est quand même compliqué. Et sur le plan stratégique, les militaires vous diraient que c'est une sottise, parce que pour tuer un terroriste, on en fabrique 30 de plus. Vous pensez que les enfants dont les parents ont été... Et bien dès qu'ils auront l'âge de raison, ils rejoindront. Et on pense, si j'en crois, moi je n'ai pas couvert cette dernière guerre-là, mais si j'en crois les spécialistes de ce qui se passe au Yémen ou au Pakistan, les rangs Al-Qaïda, enfin les rangs des organisateurs terroristes ont été largement gonflés par les drones. On les a jetés. Alors, vous comprenez, c'est la première réponse. C'est-à-dire que cette réponse, il faudrait au moins qu'on débatte de cela. La deuxième réponse, c'est que je suis un peu en colère contre mes confrères, et peut-être contre moi, j'en sais rien, mais comment vous expliquer? Parce que c'est très difficile à dire. On peut, si on ne fait pas attention, on peut dire des choses qui paraissent choquantes. Je vais vous dire, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, janvier l'année dernière, et il y a eu ceux du 13 novembre. Dans les deux cas, je suis particulièrement bouleversé, comme tout le monde. Dans le cas de Charlie Hebdo, j'ai perdu deux amis proches, très proches. Cabu, dont j'étais copain, j'ai fait des livres avec lui et tout ça, on était copains depuis 35 ans, c'est l'homme le plus gentil que je connaisse, et Bernard Maris, je m'étais lié de sympathie avec lui, c'était quand il avait épousé Sylvie Genevoix, j'étais l'éditeur au Seuil de Maurice Genevoix, donc j'étais lié, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et quant aux attentats du 13 novembre, j'ai eu un moment de panique, parce que ça s'est passé aux terrasses de café, c'est le petit Cambodge, et c'est